chargée de projet de l'Association des communautés francophones de l'Ontario, Stormont, Dundas et Glengarry, et animatrice pour cette entrevue sur les objectifs de développement durable dans nos communautés francophones, avec l'ancien premier ministre de l'Ontario et un ancien chef par intérim du Parti libéral du Canada, l'honorable Bob Rae, ambassadeur du Canada aux Nations unies, pour nous parler de son rôle et des objectifs de développement durable. Un petit mot sur l'ACFO-SDG. L'ACFO-SDG est un organisme rassembleur de Stormont, Dundas et Glengarry. Elle offre des services communautaires, culturels, récréatifs et économiques novateurs au sein d'une communauté fière et diversifiée. Avant de débuter, nous voulons reconnaître que nous avons le privilège aujourd'hui d'être sur un territoire ancestral Mohawk et que nous voulons reconnaître toutes les contributions des Autochtones dans le passé, le présent et le futur. Et parce que nous sommes en virtuel, nous rendons hommage à tous les peuples autochtones à travers le Canada. Nyawen. Pour mettre en contexte cette entrevue, je vais prendre un petit instant pour nous rappeler que les objectifs de développement durable, c'est un programme d'action contre la pauvreté, les inégalités, l'injustice et le dérèglement climatique. L'agenda 2030 propose d'atteindre ces 17 objectifs d'envergure pour un développement responsable, juste et respectueux de l'environnement et de la société. Votre Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Canada aux Nations unies, Bob Rae, merci d'avoir accepté notre invitation et bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup. Heureux de vous voir et grand plaisir de pouvoir vous joindre. Merci. Si nous débutions notre entretien en parlant de vous un petit peu, plusieurs se rappellent les rôles politiques que vous avez joués en Ontario, au Canada et dans le monde, et à quel point vous avez toujours été passionné par la justice sociale. Mais parlez-nous des Nations unies et de votre rôle en tant qu'ambassadeur du Canada. Bien, je suis très heureux que vous avez commencé la discussion en parlant un peu sur mon passé, dans le sens que je crois qu'il faut continuer de faire les connexions entre le travail que j'ai fait au Canada, le travail que j'ai fait en Ontario, et en même temps l'idée du développement social et économique qui est bien enchâssé dans la population francophone de l'Ontario. Je pense surtout aux caisses populaires qui représentent un esprit de communauté, de développement social et reconnaissant les défis face aux groupes, face aux individus et face aux communautés. Et la nécessité de travailler collectivement pour mettre en place une meilleure sens de justice. Et ça exige un certain engagement politique. En même temps, ça exige un engagement avec les communautés, avec les gens dans les communautés. Et en même temps, une volonté de faire les bonnes batailles. Et alors, pour moi, c'est le même esprit que j'ai eu quand j'étais dans la politique provinciale, la politique fédérale, dans un gouvernement pour 5 ans, et maintenant aux Nations unies. Parce que je pense que les gens pensent peut-être un peu, les Nations unies, c'est loin de moi. Et les objectifs pour le développement social et économique qui sont au cœur des débats aux Nations unies sont très loin des communautés. C'est ça la pensée que je veux un peu changer, si c'est la pensée dans les têtes des gens. Parce que moi, mon travail dans la politique, dans le domaine du développement social et économique, sur l'égalité des femmes, sur les questions de discrimination, comment trouver encore, on va gagner finalement les batailles contre la pauvreté. Ce sont des batailles mondiales. Ce ne sont pas seulement des batailles dans les communautés. Ce sont des luttes qui existent dans le monde réel, mais à travers le monde. Et c'est ce qu'on fait, c'est ce que moi je fais aux Nations unies comme ambassadeur du Canada. C'est une continuation de tout ce que j'ai fait dans mon passé.
C'est pas différent. J'apprécie beaucoup le lien que vous faites entre votre passé, les différents défis que vous avez identifiés par-delà le passé, puis la manière dont vous envisagez les défis du futur. Puis vous mentionnez en plus cette proximité et ce défaut de proximité, parce que c'est l'objectif pour nous aussi aujourd'hui de vous rencontrer et d'échanger avec vous. Moi, j'ai une petite question. Vous l'avez expliqué, ça prend beaucoup de place, puis c'est important. Il y a toute cette notion de lutte dont vous parlez, puis de communalité qui est commun au niveau international. Mais quelle est la place de chacun des objectifs au sein même de vos fonctions? Écoute, ici à New York, nous sommes préoccupés. D'abord, le Canada est membre des Nations Unies. Nous avons plusieurs bureaux à travers le monde où on travaille directement sur des questions multilatérales en ce qui concerne l'ONU. Alors, du point de vue pratique, à New York, c'est tout. C'est tous les efforts des Nations Unies. C'est là où on est centré. Mais on a aussi notre bureau à Genève qui reste toujours important parce qu'il y a des agences, le Bureau international du travail, par exemple, l'Organisation mondiale de la santé, la question des réfugiés, etc., qui sont basés à Genève. Mais ici à New York, nous avons des agences qui sont ici, aussi le secrétariat des Nations Unies, qui est géré par M. Guterres, qui est le secrétaire général de l'organisation. Et nous travaillons avec tous ceux qui sont en charge, effectivement, du processus dans l'ONU d'aller vers les objectifs qui ont été votés par l'Assemblée générale. L'Assemblée générale a voté en faveur de trouver des moyens spécifiques où on va faire du progrès contre la pauvreté, en faveur de l'éducation, en faveur de l'égalité des femmes et tous les autres objectifs, l'eau saine, on peut aller pour vous donner des exemples. Mais je pense que peut-être la meilleure façon de vraiment de penser à ces questions, c'est de penser à quelles sont les politiques nécessaires d'un gouvernement, à la fois provincial ou fédéral. Est-ce qu'on veut un gouvernement qui va lutter pour l'égalité entre les hommes et les femmes? Oui. Alors, voilà. Est-ce qu'on veut assurer que les gens aient accessibilité, accès à la santé, accès à l'éducation? Est-ce que nous voulons des gouvernements qui vont lutter contre la pauvreté, qui vont faire face aux situations des gens qui n'ont pas la façon de gagner la vie, qui n'ont pas de job? Alors, on va prendre les choses qui sont nécessaires pour avoir une bonne vie. Ce sont les choses qu'on dit, voilà, ce sont des objectifs socio-économiques de l'ONU. Et là, toutes ces choses-là sont bien basées dans le travail des agences et le travail du secrétariat et des débats entre les États. Parce que l'ONU, ce n'est pas seulement un organisme, mais c'est un endroit où tous les pays du monde sont représentés. Il y a 193 pays dans le monde qui sont membres de l'ONU. Alors, tout le monde est là. Les dictateurs, les gouvernements qui sont en voie de développement, les nations très pauvres, les pays qui sont plus riches, comme le Canada. On est tous ensemble ici. Et c'est là où nous organisons des débats, mais non seulement les débats, mais les choses que doivent faire les pays pour arriver dans une meilleure place. Et c'est ça que nous faisons ici à New York, c'est ça qui se passe à Genève, à Rome, partout où on a des organismes de l'ONU qu'on essaye de bouger pour faire du progrès. Mm-hmm. Mais vous l'avez mentionné, donc vous avez mentionné les différents acteurs. On a les États membres, les 193 États membres, la société civile, incluant les organismes communautaires. Vous l'avez mentionné, il y a aussi les différentes agences des Nations Unies qui agissent à ce niveau-là.
Moi, je m'intéresse beaucoup aux organismes communautaires et les entreprises qui s'emparent progressivement de cette feuille de route ambitieuse. À votre avis, quelle est l'importance des organismes dans l'atteinte des objectifs de développement durable? Comment est-ce qu'on peut concrètement rendre ces objectifs accessibles? Bien, le Canada, comme pays, fait un effort. Et M. Trudeau, quand je parlais avec lui récemment, il a parlé avec moi de comment est-ce qu'on peut donner un plus grand élan à ces objectifs. Comment est-ce qu'on peut aller plus rapidement en avant? Et j'ai dit deux choses. D'abord, j'ai dit, c'est ce que j'ai dit exactement. D'abord, on doit faire face au COVID-19. Le plus grand problème que nous avons à travers le monde aujourd'hui, c'est l'impact du COVID-19, non pas seulement dans le domaine social, mais aussi dans le sens que les gens économiquement ont perdu leur job, l'économie ralentit et c'est ça qui cause encore de grandes pénuries dans le monde, de grands problèmes pour les gens. Et c'est ça qu'il faut, il faut faire face à ça. Il faut qu'on travaille fort avec ça. Mais le deuxième point, c'est faire juste ce que je viens de faire. C'est de décrire pour les Canadiens le fait que, écoute, on ne va pas arriver à changer la situation sans avoir un plus grand sens de solidarité entre tous les Canadiens et tous les citoyens du monde. Parce qu'il faut reconnaître que l'impact du COVID a été un impact global. Et ce n'est pas seulement une question nationale ou locale ou même personnelle pour dire, eh bien, moi, j'ai eu mon vaccin, alors c'est fini, la bataille, j'ai gagné. Évidemment, on n'a pas gagné. Lorsqu'à un moment, il y a tout un pays qui n'a pas été vacciné, toute une région qui n'a pas été vaccinée, alors on ne fait pas de progrès. Mais il faut commencer avec l'idée, comme j'ai exprimé, que les objectifs socio-économiques de l'ONU ne sont pas des objectifs qui sont loin de notre pays. Ils sont enracinés en notre pays. Ils sont les objectifs que nous avons. Et notre effort est effectivement encouragé par le fait qu'il y a d'autres pays qui font la même chose, qui vont dans la même direction. Et c'est ça, je crois, le défi le plus important que nous avons à ce moment. Et je trouve ça très intéressant parce que justement, il y a un réel sentiment de solidarité là, qui est vivant auprès de différentes communautés. Et moi, je le reconnais dans notre belle communauté ici. Les organismes de la francophonie au Canada, puis dans le monde, démontrent un engagement envers les objectifs de développement durable. On le voit de plus en plus. Différents organismes localement agissent ou essayent de contribuer au mieux que possible à cet agenda. Moi, ma question pour vous, c'est comment est-ce que vous, dans votre position, vous envisagez le rôle de ces organismes qui agissent localement? Je crois que c'est essentiel pour eh bien, ce que je fais souvent. Et ironiquement, le Zoom, le monde où nous vivons aujourd'hui, a créé encore des distances. Effectivement, ce n'est pas le COVID, ce n'est pas le Zoom qui a créé des distances, mais c'est le COVID qui crée des distances. Mais le Zoom nous aide à parler directement aux populations, aux gens locaux. Et dans mon travail, je parle souvent avec les groupes basés dans des différents pays, dans des femmes qui sont en charge des organisations rurales où il y a beaucoup de pauvreté, beaucoup de problèmes, le changement climatique, les problèmes, les défis politiques dans leur région, où ils peuvent nous parler directement de ce qui se passe et pourquoi on n'arrive pas à réaliser les rêves qu'on a eus, les objectifs qu'on a. Et c'est pourquoi pour moi, c'est nous, on est dans la place où nous parlons de la part des gouvernements. Oui, je suis quelqu'un qui travaille pour le gouvernement canadien, mais au même temps, nous essayons de passer l'information et d'encourager les autres à écouter les voix de ceux qui n'ont pas beaucoup d'influence, qui n'ont pas de lien direct avec les centres de pouvoir.
Et c'est ça, d'une part, c'est notre travail, c'est notre devoir, enfin, d'encourager la discussion et le dialogue entre les groupes locaux et les gens qui, effectivement, ont un certain degré de contrôle sur les décisions de leur gouvernement. Et c'est ce que nous essayons de faire. C'est pas un travail facile. On a des difficultés naturellement de temps en temps à arriver à une situation meilleure, mais il faut continuer. Et je dois dire que le COVID, effectivement, nous a poussés en arrière. Et c'est ça, pour moi, le défi que nous avons, la difficulté que nous avons à présent. C'est pas seulement que notre progrès a été disons, ralenti par les événements, mais que les événements nous ont poussés en arrière. On a perdu du temps et on a perdu de progrès important. Et c'est ça qu'il faut changer. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Et au nom de toute la CFO et de toute la communauté, je tiens à vous remercier pour cette proximité que vous nous offrez ce soir, mais dans laquelle vous investissez au quotidien. Vous parlez de cette solidarité, puis elle est critique. Les États, la société civile, les organismes, les entreprises. Est-ce qu'il existe des ressources pour soutenir ces acteurs localement? Oui, d'abord, ce sont des ressources qui viennent, franchement, qui viennent des communautés elles-mêmes. C'est une réalité. Les groupes qui se basent dans un groupe de non-profit ou quoi, une organisation qui a besoin de l'appui, ils vont chercher au public pour l'appui, mais aussi il y a des efforts de la part des gouvernements canadiens d'appuyer les organisations canadiennes qui veulent encore encourager ou qui ont un lien ou une relation avec le développement local dans les régions. Ensuite, il y a au gouvernement fédéral, il y a un département sur la coordination du rôle canadien local pour encourager les communautés en regardant non seulement comment est-ce que le Canada peut aider les autres à faire du progrès pour les objectifs importants, mais aussi les gouvernements sont là pour encourager les communautés à travers le pays pour réaliser les objectifs, parce que les objectifs ne sont pas seulement un engagement international de la part du gouvernement pour le Canada, mais ce sont des objectifs pour le Canada. Ce sont des objectifs pour nous. Et on ne veut pas politiser le processus canadien, mais on doit reconnaître que ce sont des objectifs que nous avons en commun. Je pense que ça, c'est une notion importante et j'espère qu'on va tous le retenir et que j'aimerais le souligner pour notre communauté, notre audience, ce sentiment de faire partie d'une communauté beaucoup plus large et d'agir ensemble. Vous mentionnez le COVID, puis les difficultés avec lesquelles cette pandémie est arrivée. Avant de conclure l'entretien, pendant ces temps difficiles, si vous aviez un message à partager, Monsieur l'ambassadeur, à la communauté, quel serait-il? Je crois que le COVID a eu pour moi, l'impact le plus difficile du COVID, c'est que ça a renforcé les tendances envers l'isolation sociale et économique. On est seul, on pense qu'on est seul devant les écrans où les portes sont fermées, les gens ne sont pas dans les rues, les bureaux ne sont pas ouverts. Et ça créait un sens d'isolation. Et pour moi, psychologiquement, c'est le grand déficit que nous avons maintenant. C'est une manque de coordination, d'avoir un sens que on n'est pas seul, nous travaillons avec les autres, nous travaillons en solidarité avec les autres. Nous avons
beaucoup de choses, des liens essentiels qui doivent créer l'empathie, le sens de sympathie que nous devons avoir pour les autres, le sens de solidarité qui reste toujours très important dans la vie. Et pour moi, il ne faut pas jamais perdre l'espoir. Le désespoir est un grand problème parce que ça ne reflète pas la réalité de la situation. Et la réalité de la situation, c'est que les choses s'améliorent seulement quand nous travaillons ensemble. Et le désespoir disparaît seulement quand nous avons l'esprit d'être connectés avec les autres. Et pour moi, ça, c'est la chose la plus difficile. Je crois que c'est un peu, peut-être je parle un peu trop, franchement, mais le COVID du point de vue humanitaire, le COVID est un désastre. Parce que ça renforce toutes les tendances contre l'humanité, contre les connexions, contre le sens de solidarité. Et pour moi, ça, c'est l'impact le plus difficile qu'a eu le COVID-19. Et c'est pourquoi nous devons trouver les moyens de nous aider les uns les autres. Parce que c'est ça l'esprit essentiel qui va changer la situation et qui va encore nous mettre sur une voie qui est beaucoup plus positive et beaucoup plus forte. Et ça, c'est mon esprit toujours pour mes amis de Stormont Dundas et Glengarry et pour tous les autres qui travaillent dans ce domaine si important. Merci infiniment, Monsieur l'ambassadeur. J'aimerais prendre un instant pour vous remercier personnellement. J'ai vraiment apprécié échanger avec vous. Vous avez mentionné tellement de notions qui sont si importantes, qui sont essentielles, que ce soit pour le développement durable, pour le bien de nos communautés, mais aussi pour le bien-être de la société at large, si j'osais faire du bon français ce soir. Merci infiniment à nouveau. Merci pour notre audience. J'ai vraiment hâte, je me réjouis de pouvoir partager cette belle entrevue avec toute notre communauté. Et puis merci à Ethel qui est en arrière-plan, mais qui est en soutien pendant tout le long. Merci. Et merci beaucoup pour l'opportunité. J'ai beaucoup aimé. J'ai des beaux mémoires de mes amis à Stormont, Dundas et Glengarry, une région du pays que je connais très bien. Et je suis très heureux d'avoir pu vous rejoindre de mon bureau ici à New York. Merci beaucoup. On l'espère en présentiel peut-être prochainement, oui, si on a raison de la pandémie. La prochaine fois en personne, c'est pas si loin de la frontière américaine, on peut y arriver rapidement. Merci. Le rendez-vous est pris, Monsieur l'ambassadeur.